Imaginez, vous vous promenez dans la Rome antique en 67 après Jésus-Christ. Le marbre brille au soleil, les marchands crient leur prix, les sénateurs discutent politique. Puis soudain, le silence. Tout le forum se tait. L'empereur Néron traverse les lieux avec sa nouvelle épouse. Elle est absolument magnifique. Sa robe de soie scintille à la lumière, ses bijoux pourraient acheter de petits royaumes, elle se déplace avec une grâce parfaite. Tout le monde la regarde, mais pas avec admiration. Ils la regardent avec horreur, car tout le monde connaît la vérité qui leur glace le sang, cette belle femme qui marche aux côtés de l'homme le plus puissant de la terre. Elle était autrefois un garçon nommé Sporus. Et ce que Néron lui a fait est l'un des actes de cruauté les plus tordus de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas simplement une autre histoire sur les excès romains. Il s'agit de la façon dont l'amour devient obsession, dont le chagrin se transforme en folie, et dont une personne est transformée en poupée vivante pour satisfaire les fantasmes malsains d'un empereur. Avant de plonger dans ce cauchemar, si vous êtes prêt à explorer les secrets les plus sombres de l'histoire, cliquez sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Je trouve incroyable que nous soyons tous connectés à travers le monde et que nous découvrions ensemble ces histoires anciennes. Croyez-moi, le nom de Sporus ne vous dit peut-être rien pour l'instant, mais cette histoire restera gravée dans votre mémoire longtemps après que vous aurez terminé de regarder cette vidéo. Voici ce qui est vraiment dérangeant. Néron n'était pas un monstre à ses débuts. Je sais, l'histoire aime ses méchants tout en noir et blanc, mais la vérité, les monstres ne naissent pas et ils se créent. Lorsque Néron est devenu empereur à seulement 16 ans, les Romains pensaient avoir touché le jackpot. Ce gamin réduisait les impôts, organisait des jeux incroyables et se produisait même sur scène pour le peuple. Les vieux sénateurs guindés détestaient cette dernière partie. Mais les gens ordinaires, ils adoraient avoir un empereur qui semblait les comprendre. Pendant ces premières années, tout semblait parfait. Néron semblait être exactement ce dont Rome avait besoin. Jeune, énergique, proche du peuple. Mais voici le problème avec le pouvoir absolu, c'est un poison. Et il agit lentement, s'infiltrant dans votre âme goutte à goutte, jusqu'à ce que vous ne soyez plus la même personne. En 65 après Jésus-Christ, quelque chose s'était fondamentalement brisé dans le cerveau de Néron. Peut-être était-ce la paranoïa. Imaginez être la seule personne dans un empire de 60 millions d'habitants à ne jamais pouvoir se tromper, à ne jamais être contesté, à ne jamais entendre la vérité. Peut-être était-ce la solitude d'être traité comme un dieu plutôt que comme un être humain. Ou peut-être était-ce de ce qui était arrivé à Poppaea Sabina, la seule personne qui aurait pu le sauver si elle avait vécu. Lorsque Néron vit pour la première fois Poppaea Sabina à travers cette salle de banquet bondée, quelque chose changea dans l'Empire romain lui-même. Elle n'était pas seulement belle, elle était magnétique, au point que tout le monde s'effaçait derrière elle. Alors que les autres femmes jouaient dans le rôle d'épouse soumise, Poppaea imposait son autorité sans même essayer. Elle pouvait tenir tête aux sénateurs dans des débats philosophiques. Elle avait une ambition à la hauteur de l'ego démesuré de Néron et elle semblait être la pièce manquante de son fantasme impérial. Il n'y avait qu'un seul petit problème, Néron était déjà marié. Sa femme Octavie était tout ce qu'une épouse romaine était censée être, calme, obéissante, pratiquement invisible. Leur mariage était purement politique, froid comme le marbre, aussi passionné qu'une transaction commerciale. Alors qu'Octavie essayait de se faire discrète, Poppaea exigeait d'être vue. Ce qui avait commencé comme un scandale romain typique, rencontre secrète, baiser volé, s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus dangereux. Néron n'est pas simplement tombé amoureux de Poppaea, il est devenu complètement obsédé par elle. Et je veux dire obsédé. Les historiens de l'Antiquité utilisent des mots qui devraient nous terrifier. Consumé, possessif, dérangé. Il a placé des gardes autour d'elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soi-disant pour la protéger, mais en réalité pour surveiller chacun de ses mouvements. Il explosait de rage si d'autres hommes osaient que la regarder. Il dépensait tellement d'argent pour lui acheter des cadeaux qu'il a failli ruiner l'Empire. Des perles de Grande-Bretagne, de la soie de Chine, des épices d'Arabie. Mais le plus effrayant, c'est que Néron a commencé à commander des dizaines de peintures et de sculptures représentant Poppaea, non pas pour les exposer au public, mais pour les accrocher dans ses appartements privés. Il passait des heures à contempler son portrait lorsqu'ils n'étaient pas ensemble. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la possession. Néron confondait aimer quelqu'un et le posséder comme si Poppaea n'était que la plus belle pièce de sa collection. Poppaea n'était pas stupide, elle savait que c'était un jeu dangereux. Elle était assez intelligente pour comprendre que sa beauté lui conférait un pouvoir incroyable, mais aussi assez intelligente pour savoir que ce pouvoir sur Néron comportait des risques mortels. Elle commença à se constituer son propre réseau d'alliés, au cas où l'obsession de Néron deviendrait mortelle. Mais Poppaea commit une erreur cruciale. Elle continua à se comporter comme elle-même, alors que tout le monde apprenait à décrypter les humeurs de Néron et à lui dire ce qu'il voulait entendre.
Elle continuait à dire ce qu'elle pensait. Elle critiquait ses politiques, se moquait de ses talents d'acteur médiocre, contestait ses décisions. Avec le recul, cette indépendance allait la tuer. Les détails varient selon les auteurs anciens que l'on lit, mais ce qui s'est passé ensuite est toujours le même cauchemar. Tout a commencé comme une stupide dispute entre un couple. Certains historiens affirment que Néron est rentré tard après avoir assisté à des courses. D'autres disent qu'ils se sont disputés au sujet de sa carrière d'acteur. La source la plus fiable, Tacite, affirme que Poppée a eu le culot de critiquer les priorités de Néron, lui disant qu'il se souciait plus de son image publique que d'être un mari et un père dévoué. Elle était enceinte de leur deuxième enfant à l'époque, ce qui l'a probablement rendue moins patiente face à son comportement de plus en plus fou. Ce qui s'est passé ensuite est resté dans l'histoire comme l'un des moments les plus effrayants. Néron a perdu la tête. Complètement, totalement perdu la tête. Dans un accès de rage qui l'a transformé en quelque chose de à peine humain, il a frappé sa femme enceinte si fort qu'il lui a causé des blessures internes mortelles. Qu'il s'agisse d'un coup dévastateur à son ventre ou qu'il ait simplement continué à la frapper jusqu'à ce qu'elle saigne sur le sol en marbre, le résultat était le même. Imaginez ce moment où la rage rouge s'est dissipée et où Néron a réalisé ce qu'il avait fait. C'était un homme qui commandait 30 légions, qui pouvait faire tuer n'importe qui d'un simple mot, qui était vénéré comme un dieu dans la moitié de l'Empire. Et il venait d'assassiner la seule personne qu'il aimait vraiment. Ce qui s'est passé ensuite était incroyablement pathétique. Néron se jeta sur le corps mourant de Poppée, alternant entre la supplier de lui pardonner et lui ordonner littéralement de vivre, comme si la mort elle-même devait obéir à ses ordres. Il fit appel aux meilleurs médecins de Rome, leur promettant des fortunes s'ils la sauvaient, des tortures s'ils échouaient. Mais certaines choses sont irréversibles même si vous êtes empereur. Poppée mourut en quelques heures, emportant avec elle leur enfant à naître. Et à ce moment-là, le peu de raison qui restait à Néron s'est tout simplement brisé. Ce qui suivit n'était pas un deuil normal, c'était une rupture totale avec la réalité. Néron refusa d'incinérer le corps de Poppée comme le voulaient les coutumes romaines. Au lieu de cela, il la fit embaumer comme une momie égyptienne et la fit enterrer dans un tombeau plus somptueux que ceux des empereurs précédents. Il la déclara déesse, créa des cultes religieux pour l'adorer et passait des journées entières à parler à son cadavre comme si elle pouvait l'entendre. La cour impériale devait désormais faire face à un tout nouveau niveau de folie. Tout le monde devait faire comme si Poppée était toujours en vie. Parler d'elle au présent, laisser sa place vide au dîner, agir comme si elle pouvait arriver d'une seconde à l'autre. Quiconque suggérait à l'empereur de passer à autre chose était exilé ou exécuté. Cela dura des mois. Le chagrin de Néron déforma tout ce qui l'entourait. La réalité devint ce qu'il voulait qu'elle soit. La vérité était négociable. Et dans cette atmosphère de folie forcée, un adolescent affranchi nommé Sporus entra dans le champ de vision de l'empereur. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point d'entrer en enfer. Sporus avait probablement 14 ou 15 ans, né esclave dans le palais impérial, mais affranchi dès son enfance. Il avait reçu une formation pour occuper un poste administratif, ce qui était en fait un assez bon travail. Les affranchis du palais avaient de souvent une vie meilleure que les citoyens ordinaires. Mais il y avait un hic. Leur existence dépendait entièrement du bon vouloir de leur maître. Ils pouvaient être promus, punis ou tués sans aucune protection juridique. Leur vie dépendait entièrement de la satisfaction de l'empereur. Ce qui rendait Sporus spécial et finalement condamné, ce n'était pas son intelligence ou ses compétences. C'était une pure malchance génétique, son visage. Plusieurs historiens de l'Antiquité s'accordent à dire que cet enfant ressemblait étrangement à la défunte Poppée, en particulier au niveau des yeux et de la structure osseuse. Dans une culture qui croyait que la ressemblance physique signifiait un lien spirituel, cette similitude devait sembler surnaturelle. La première fois que Néron a vu Sporus après la mort de Poppée, on pouvait pratiquement voir les rouages tourner dans son esprit dérangé. Il avait là l'occasion de réparer l'irréparable, de ramener à la vie ce qu'il avait détruit. La ressemblance était si forte que Néron croyait probablement sincèrement voir l'esprit de sa femme dans un nouveau corps. Il n'y avait qu'un seul petit problème. Sporus était un homme. Mais pour un homme qui se prenait pour un dieu et qui conversait avec des cadavres depuis des mois, changer le sexe biologique de quelqu'un semblait être un détail mineur. Ce que Néron ordonna ensuite est l'une des choses les plus systématiquement cruelles qu'un être humain ait jamais faites à un autre être humain. Il ne s'agissait pas simplement d'habiller Sporus en femme. Néron fit appel aux meilleurs chirurgiens de Rome et leur ordonna de modifier physiquement le corps de l'adolescent pour le rendre plus féminin. Soyons clairs sur ce que cela signifiait dans la Rome antique. Pas d'anesthésie, pas d'antiseptique, des outils primitifs, un risque élevé de mourir d'une infection ou d'une hémorragie. Et même si Sporus survivait, il serait changé à jamais.
Il n'aurait jamais d'enfant, ne pourrait jamais avoir de relations normales, ne serait même jamais considéré comme un homme à part entière par la société. L'opération a eu lieu dans des salles spéciales du palais. Imaginez ce cauchemar. Un adolescent terrifié, maintenu par des gardes tandis que des médecins s'approchaient avec des instruments rudimentaires, sachant que ces cris ne signifiaient rien car la volonté de l'empereur était absolue. La convalescence a duré des mois, et pendant ce temps, Néron a annoncé quelque chose qui a choqué même l'aristocratie blasée de Rome. Il allait épouser Sporus lors d'un mariage impérial en grande pompe. La transformation de Sporus en femme fantasmée par Néron est devenue ce chef-d'œuvre grotesque des ressources impériales et de la souffrance humaine. Tout d'abord, ils ont complètement effacé son identité. Sporus a été rebaptisé Sabina du nom de l'impératrice défunte, même son nom lui a été retiré. Puis vinrent des mois de rééducation intensive. Les couturiers impériaux ont créé une garde-robe entière conçue pour mettre en valeur son corps transformé, tout en cachant tout ce qui pouvait être masculin. Des maîtres joailliers ont fabriqué des pièces sur mesure, beaucoup utilisant des pierres précieuses qui avaient appartenu à Popée elle-même. Ce n'étaient pas des accessoires, mais des chaînes faites de pierres précieuses. Des équipes d'experts lui ont appris à se comporter de manière féminine. Des maquilleurs lui ont montré comment utiliser le kohl pour agrandir ses yeux, le rouge pour adoucir ses pommettes et les poudres pour créer une peau d'apparence délicate. Des coiffeurs lui ont enseigné des coiffures élaborées qui nécessitaient des heures de travail quotidien à l'aide d'outils métalliques à chauffer. Des coachs vocaux lui ont appris à parler d'une voix plus aiguë avec des intonations féminines. Mais le pire, les leçons de maintien. Sporus devait apprendre à marcher, s'asseoir, gesticuler et se déplacer de manière convenablement féminine. Chaque instinct naturel devait être réprimé et remplacé par une grâce artificielle. Pouvez-vous imaginer la torture psychologique ? Chaque matin, se regarder dans le miroir et voir un étranger. Chaque leçon lui rappelant que son véritable moi était systématiquement détruit. Chaque bijou qui avait touché la peau d'une femme morte le marquait désormais comme une propriété. Tout cela a pris des mois de séances quotidiennes de transformation. Il ne changeait pas seulement son apparence, ils effaçaient qui il était. Le printemps 67, après Jésus-Christ, a été le théâtre d'un des spectacles les plus étranges de l'histoire romaine. L'empereur épousant son épouse adolescente, chirurgicalement transformée. Néron a mis les petits plats dans les grands, traitant cet événement comme un mariage impérial légitime. La plus grande salle du palais, décorée de fleurs provenant de tout l'Empire, était éclairée par des milliers de lampes à huile. Musique traditionnelle de mariage, mets et vins raffinés de Rome, tout y était. Si l'on ignorait le contexte, cela pouvait sembler normal, un simple mariage impérial célébrant le pouvoir dynastique. Mais tous ceux qui connaissaient la vérité comprenaient qu'ils assistaient à quelque chose d'inédit et de profondément troublant. Ils ont suivi toutes les traditions romaines du mariage, échange des vœux, mains jointes, partage du pain cérémoniel, signature des documents légaux officialisant l'union. Les invités ont parfaitement joué le jeu, offrant leurs félicitations et des cadeaux coûteux tout en gardant le sourire aux lèvres. Mais imaginez l'atmosphère, cette tension suffocante lorsque tout le monde fait semblant que quelque chose d'horrible est normal. Après le mariage, Néron a traité Sporus exactement comme une véritable impératrice. L'enfant a eu son propre personnel, des appartements luxueux dans le palais, des revenus provenant du trésor impérial, son propre moyen de transport, les meilleurs chevaux, une équipe de serviteurs. Mais chaque privilège s'accompagnait de chaînes invisibles. Sporus devait accompagner Néron partout, événements publics, dîners d'État, réceptions, en jouant le rôle de l'épouse dévouée. Et ce n'était pas seulement du théâtre. Néron croyait sincèrement avoir ramené Popée à la vie. Il appelait Sporus par le nom de sa femme décédée, évoquait des souvenirs communs qui n'avaient jamais existé, et attendait des réponses qui entretenaient ce mensonge élaboré. Chaque jour était une performance à haut risque où une seule erreur pouvait signifier la mort. Sporus ne devait pas seulement ressembler à une femme et agir comme telle, il devait répondre comme s'il était Popée. Lorsque Néron parlait de leur vie passée ensemble, Sporus devait réagir comme s'il avait réellement vécu ces moments. Les historiens de l'Antiquité racontent que Sporus devint incroyablement doué pour déchiffrer l'humeur de Néron et y répondre parfaitement. Mais ils mentionnent également qu'il devint de plus en plus renfermé et triste au fil du temps, même si son jeu public ne faillit jamais. Imaginez la tension mentale, se réveiller chaque jour dans des pièces décorées en l'honneur d'une femme décédée que vous n'avez jamais rencontrée. Voir le visage d'un étranger dans chaque miroir, avoir chaque conversation en tant que quelqu'un d'autre, porter des souvenirs qui ne sont pas les vôtres. Pendant plus de 2 ans, telle était la réalité de Sporus.
Puis Néron décida de faire une tournée en Grèce, impatient de participer à des festivals artistiques où il pensait enfin obtenir la reconnaissance qu'il méritait en tant qu'artiste. Naturellement, Sporus l'accompagna, présentée aux diplomates étrangers comme l'impératrice de Rome. Imaginez les aristocrates grecs essayant de comprendre cette situation. Leur conquérant romain se présentant avec un adolescent manifestement masculin habillé en femme, exigeant que tout le monde fasse comme si c'était sa femme légitime. La dissonance cognitive devait être écrasante, mais personne n'osait remettre en question l'illusion de l'empereur. En 68 après Jésus-Christ, les excès de Néron avaient finalement poussé Rome au-delà de son point de rupture. Des rébellions éclatèrent dans tout l'Empire. La garde prétorienne se retourna contre lui. Le Sénat le déclara ennemi de l'État. Lorsque Néron s'enfuit de Rome avec une poignée de partisans, Sporus était avec lui. Même face à la mort, l'empereur ne pouvait se résoudre à abandonner ce souvenir vivant de Popée. Ils se cachèrent dans une villa, à l'extérieur de la ville, tandis que Néron alternait entre des plans d'évasion grandioses et des préparatifs dramatiques pour se suicider. Lorsqu'il apprit que ses ennemis se rapprochaient, Néron choisit finalement la mort. Mais son suicide laissa Sporus dans une position extrêmement vulnérable. En tant que symbole le plus visible du règne de Néron, il était à la fois un prix précieux et un danger potentiel. Ce qui s'est passé ensuite était encore plus tragique. Sporus est devenu un pion politique passant de main en main entre des hommes puissants comme un bien de grande valeur. D'abord, Nymphidius Sabinus l'a revendiqué, puis l'empereur Othon et enfin l'empereur Vitellius. Chacun l'a traité essentiellement de la même manière que Néron. Ils l'ont gardé habillé en femme et l'ont appelé par le nom de Popée. Pour ces hommes, Sporus n'était pas une personne, il était un trophée. Sous Vitellius, la situation a atteint son paroxysme. Le nouvel empereur a décidé d'utiliser Sporus pour divertir le public dans le Colisée. Plus précisément, dans des reconstitutions de scènes mythologiques impliquant des violences sexuelles. C'était le coup de grâce. Être humilié sexuellement devant des milliers de spectateurs hurlant pour leur divertissement. Plutôt que de se soumettre à cette humiliation ultime, Sporus a pris la première décision véritablement libre de sa vie d'adulte. Il a choisi la mort. En 69 après Jésus-Christ, probablement empoisonné, Sporus mit fin à ses jours. Il avait peut-être 20 ans. Voici pourquoi nous devons nous souvenir de Sporus. Son histoire n'est pas seulement une note de bas de page étrange dans l'histoire romaine. Elle témoigne de ce qui se passe lorsque le pouvoir devient absolu et que les gens deviennent des objets. À partir du moment où Néron a décidé qu'il ressemblait à Popée, Sporus a cessé d'être une personne et est devenu une toile pour les fantasmes impériaux. Chaque aspect de son identité a été systématiquement effacé et remplacé par l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais voici ce qui me donne des frissons. Le fait qu'il ait choisi la mort, plutôt que de subir davantage d'humiliation, prouve que quelque part, enfoui sous toute cette transformation, forcé et ce conditionnement psychologique, une étincelle de son véritable moi a survécu. Son suicide était à la fois une tragédie et un acte de défi. C'était sa façon de dire « je ne serai plus ta poupée », même si cela lui coûtait la vie. Le plus déchirant dans tout cela ? Nous ne savons presque rien de qui était vraiment Sporus avant que tout cela n'arrive. De quoi rêvait-il ? Quel avenir imaginait-il pour lui-même ? Tout cela a été effacé lorsqu'il est devenu le fantasme vivant de Néron. C'est pourquoi son histoire est importante. Elle nous rappelle que derrière chaque récit de grandeur impériale, il y a de vrais êtres humains qui ont souffert et survécu et qui méritent d'être rappelés, même 2000 ans plus tard. Ces murmures qui ont suivi Néron et Sporus à travers le Forum de Rome n'étaient pas seulement des ragots, c'étaient des gens qui reconnaissaient une tragédie humaine se déroulant sous leurs yeux. En nous souvenant de Sporus, nous honorons non seulement ses souffrances, mais aussi son dernier acte de reprendre le contrôle alors que tout le reste lui avait été volé. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de choisir votre propre fin. Si cette histoire vous a autant touché que moi, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-moi dans les commentaires d'où vous la regardez. Il est incroyable de voir à quel point ces histoires anciennes nous relient encore à travers le temps et l'espace. De quelles autres voix oubliées de l'histoire devrions-nous parler ?